Bonjour à tous, bon après-midi. Je répète bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir, bon matin, selon où vous êtes. La session actuelle porte sur l'efficacité énergétique et le cadre bâti dans, je rappelle, notre conférence sur la relance verte, repenser le cadre bâti et les transports. Je suis Walid Oueslati, économiste en chef dans la division de l'environnement à l'OCDE. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette session. J'aimerais vous donner 3 informations importantes pour commencer. L'interprétation est disponible dans les 2 langues officielles de l'OCDE, le français et l'anglais. Le public peut poster des questions à travers la plateforme de questions-réponses sur Zoom. Et j'aimerais vous rappeler également la chose suivante. Vous devez avoir reçu un questionnaire participant sur les perspectives et les résultats de ce forum. Donc n'hésitez pas à le remplir pour nous donner vos avis sur le déroulement de ces conférences. Pour cette session, j'aimerais débuter avec quelques remarques introductives. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur du bâtiment. Le secteur joue et continuera, je pense, de jouer un rôle central dans les efforts globaux pour la réduction des émissions de CO2 à l'avenir. Et c'est pourquoi les actions et discussions politiques sont très importantes autour de cette thématique. Et cela rend cette session particulièrement importante aujourd'hui. Il y a de nombreux niveaux d'action politique. En elle-même la conception des bâtiments, l'orientation, par exemple, d'un bâtiment, des caractéristiques physiques, ainsi que la localisation, mais également comment la maison fonctionne, tous les équipements énergétiques, ainsi que la surveillance et le contrôle de la consommation, à travers laquelle les consommateurs peuvent contrôler, grâce à des capteurs, par exemple, leur consommation, et apprendre à économiser plus d'énergie. J'aimerais le rappeler, la pandémie a eu un effet énorme sur toutes ces initiatives. Et c'est ce que nous avons pu observer au cours des derniers mois. Tout d'abord, plus de personnes, en général, restent chez elles, ce qui nous pousse à reconcevoir certaines choses. Cela mène également à des réductions d'émissions, par exemple dans les transports pour se rendre au travail. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de garder à l'esprit. Autre élément important, spécifique à certains pays, je le pense, beaucoup de personnes ont quitté les centres-villes pour se rendre dans des banlieues ou même à la campagne. Cet exode se produit dans de nombreux pays européens, par exemple. On observe également une consommation accrue de l'énergie à travers l'utilisation accrue des technologies informatiques, Internet, Zoom et d'autres programmes analogues. Cette session se portera donc sur 3 questions majeures. Premièrement, en quoi la pandémie de Covid-19 a-t-elle influé sur la consommation d'énergie dans les bâtiments? Et quelles ont été les conséquences sur le plan des émissions de carbone? Deuxièmement, à quels obstacles peut se heurter le double objectif d'amélioration d'efficacité énergétique
et de stimulation de la croissance économique que visent les mesures de relance verte. Troisièmement, comment peut-on faire en sorte que les mesures en faveur d'une utilisation plus durable de l'énergie dans le secteur des bâtiments contribuent également à la lutte contre la pauvreté énergétique? Voilà les trois questions qui sous-tendent cette session. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir nos intervenants. Pour son exposé introductif, nous aurons Brian Motherway, à ma droite, chef de la division de l'efficacité énergétique à l'Agence internationale de l'énergie, AIE. Nous avons également Hans van Steen, conseiller de la directrice de la transition juste des consommateurs, de l'efficacité énergique et de l'innovation à la Commission européenne. Nous accueillons également Monica Gasmuri del Curto, directrice d'ANESCO au Chili. Bienvenue Monica. Nous avons le professeur Arik Levinson, qui enseigne l'économie à l'université de Georgetown aux États-Unis. Et enfin, à ma gauche, mon estimé collègue Atsuhito Oshima, analyste principal des politiques, division des villes, politique urbaine et développement durable à l'OCDE. Sans plus attendre, j'aimerais céder la parole à Brian pour son petit exposé. Brian, vous avez la parole. Merci, Walid. Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tous et toutes les intervenants et intervenantes. C'est un plaisir d'être ici avec certains de mes collègues dans la salle et d'avoir le reste de vous sur Zoom. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer pour introduire ces discussions. Les discussions tombent à point nommé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la COP26 vient de s'achever. Nous avons observé un appel spécifique pour augmenter l'efficacité énergique de la part des pays. Pour mes collègues, également, cela tombe à point, puisqu'a été lancée la dernière édition du rapport sur l'efficacité énergétique de l'AIE 2021, que je me permets donc de promouvoir aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous aurez donc littéralement les dernières données disponibles. Nous pouvons donc y jeter un petit coup d'œil. Tout d'abord, en matière de progrès général, si on observe tout d'abord la quantité d'énergie par unité de PIB, et on observe une certaine amélioration. 2020 a été une année exceptionnellement basse, bien sûr, mais avec 2021, nous observons une montée de l'efficacité énergétique de 2%, ce qui est cependant loin d'être le résultat escompté, surtout si nous voulons atteindre le net zéro d'ici 2030. Nous devons redoubler d'ambition, littéralement, nous devons doubler nos moyens. Ce qui n'est pas impossible, cependant, les mouvements sont trop lents pour l'instant. Nous observons également des progrès en matière d'investissement dans l'efficacité énergique, tant sur le plan des mesures de relance et des politiques d'efficacité énergique de manière générale, en particulier dans le secteur du bâtiment dont nous parlons aujourd'hui. Ce qui est dû principalement à un petit nombre d'économies. Cela ne reflète pas nécessairement une tendance mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est en regardant les pays qui ont annoncé des politiques liées à l'énergie propre, nous voyons que certains pays opèrent effectivement un lien entre reprise économique et efficacité énergétique. Mais ce n'est pas assez. De manière générale, l'efficacité énergétique requiert beaucoup de travail, et c'est-à-dire beaucoup d'emplois.
en matière de construction, d'industrie, les potentiels d'emploi sont très bons. Et cela peut profiter grandement aux gouvernements qui veulent promouvoir des politiques d'énergie propre, avec des mesures à court terme comme des mesures de relance. Nous avons pu parler à l'AIE en long, en large et en travers des lacunes politiques dues à l'augmentation de la consommation d'énergie, en particulier dans les pays émergents. Des technologies qui deviennent de plus en plus disponibles, comme la climatisation, la réfrigération et autres, sont clés dans la courbe ascendante de la consommation d'énergie mondiale. Soit les appareils sont plus ou moins efficaces, soit ils sont moins efficaces, ce qui peut grandement influencer les résultats. Les pays qui, eux, ont mis en place des mesures avec un minimum standard l'ont fait sur des décennies. Et dès que ça a été le cas, on a pu observer une baisse de la consommation énergétique par appareil, des progrès significatifs qui ont valu la peine d'investir dedans au cours des décennies passées. Le coût de ces technologies également n'augmente pas, ce qui est important. Le prix, d'ailleurs, à l'achat baisse de 2 à 3% par année pour les consommateurs. Ce qui mène à des gains énergétiques et des gains climatiques, bien sûr. Sur le nombre de pays qui ont mis en place ces mesures, cependant, on ne voit pas toujours les résultats parce que certains l'ont mis en place bien plus récemment. Si l'on regarde la route vers le net zéro, on voit que l'efficacité énergétique est cruciale. La transition vers le net zéro est plus abordable, elle est moins coûteuse et gagne en ampleur puisque c'est un cercle vertueux. Plus d'efficacité mène à plus de consommation dans ces secteurs qui mènent à plus d'efficacité. On observe une augmentation de 40% en matière de part du PIB dans ces investissements, mais qui représentent des économies significatives pour les pays. J'aimerais mentionner 2 thèmes importants. Tout d'abord, la transformation numérique des systèmes d'énergie. On voit que les mentalités changent sur la manière dont l'électricité fonctionne. Il ne s'agit plus d'avoir une offre quelque part, une demande autre part, avec un système monolithique et centré. On a un système bien plus décentralisé et qui fait que la demande est bien plus complexe à traiter et analyser, et donc à contrôler. Cela est dû à la pénétration des technologies numériques. Pour la première fois cette année, nous avons plus d'appareils connectés sur la planète qu'il n'y a de personnes. Cela est dû aux objets connectés, aux capteurs intelligents, à l'Internet des objets et ainsi de suite. Ce qui devient un domaine significatif donc en matière d'investissement dans les énergies propres. Notre travail dans notre organisation porte grandement sur ces innovations. Le président du G20 cette année nous a demandé de fournir des analyses sur les grilles urbaines intelligentes pour que nous puissions repenser la manière dont les technologies numériques peuvent soutenir cette transition énergétique. Nous mobilisons les gouvernements à travers le monde pour eux-mêmes repenser les opportunités qui se présentent. Également sur les questions de données privées, de défense, etc. Deuxième thématique importante,
Souvent, nous parlons d'isolation et d'appareils énergétiques efficaces, mais nous oublions les personnes qui devraient être au centre de toute initiative. Toute transition propre est pour les gens et se fait avec les gens. Il s'agit d'augmenter la qualité de vie de chacun et chacune, de sauvegarder les emplois, ainsi de suite. Toutes ces choses sont importantes pour une transition propre. Pour cette raison, Fatima Moral, notre directeur, a fait ensemble que les ministres de l'énergie soient rassemblés et les différentes parties prenantes de notre société pour voir quelles sont les meilleures pratiques pour faire en sorte que les politiques d'énergie propre soient inclusives, tournées vers les personnes et bénéficiant les personnes et donc ayant plus de chances de réussir. Donc la Commission a fait la recommandation il y a quelques semaines, juste avant le COP, 12 recommandations clés: l'emploi, développement social, l'équité, l'inclusion et la participation publique. Et les recommandations ainsi qu'une banque d'études de cas pour soutenir les éléments de preuve. Et le COP a pris certains de ces points dans leurs discussions et nous faisons avancer ces discussions avec le gouvernement dans le monde pour que les politiques soient alignées avec les personnes, pour que les personnes bénéficient au mieux possible et d'être assurées que les politiques restent inclusives et donc ayant plus de chances de réussir. Il y a un grand agenda ici. Le message clé que j'aurais, c'est que le mantra efficacité énergétique reste si nous le traitons pas comme carburant principal pour le voie vers le net zéro, nous n'y arriverons pas. Thank you very much. Merci, Brian. Excellente présentation, très intéressante. Alors, je voudrais vous donner deux idées. Premier, que vous avez soulevé, à savoir que le secteur d'efficacité énergétique et tous les investissements peuvent avoir donné des dividendes économiques qui est davantage liés à la création de nouveaux emplois, etc. Avons-nous une évaluation de l'importance du deuxième dividende, qui est le dividende environnemental, et comment est-ce qu'on peut le présenter comme quelque chose qui va de pair avec le premier? La question clé est pas juste d'arriver à net zéro d'ici 2050, mais quelles sont la voie, c'est-à-dire réduire les émissions aujourd'hui. Et comme les économies continuent à récupérer, à connaître une reprise, il y aura beaucoup d'infrastructures, de construire des maisons, etc. Et bien sûr, la question est d'avoir l'efficacité, le manque d'efficacité, carbone élevé ou faible, et la demande en énergie tout simplement nous montre que le monde est un tiers plus efficace en énergie dans cette décennie et valide pour répondre pour le dividende. La voie vers 2050 menée par l'électrification, changement de comportement et d'autres mesures côté offre pour voir l'économie globale devenir 40% moins intensive en carbone sur une échelle mondiale. Cela varie bien évidemment des différentes parties du monde, mais il y a une opportunité maintenant de penser aux émissions de l'avenir, mais nous donne un peu d'espace car il y a des économies qui peuvent avancer plus vite que d'autres. Les émissions réduites aujourd'hui ici, plus nous donnera de la marge dans l'avenir. Donc le point d'action rapide maintenant est important. Point final sur la transformation numérique qui est très intéressant. Est-ce que nous avons une évaluation de la consommation d'énergie en raison de l'utilisation intensive de l'Internet? Oui, tout à fait. Les données sont encore en émergence car le domaine est émergent. Vous avez les économies, par exemple, la gestion d'une maison intelligente ou des systèmes pour un bâtiment comme celui-ci. Les territoires qui rentrent montrent qu'il y a des économies de 20 à 30%, mais la demande d'énergie de ces dispositifs reste limitée. En termes de données, centre de données, le cloud, ce n'est que quelques pourcents de
l'utilisation de l'énergie globale. Mais les gains sont bien plus que la demande des coûts d'énergie. Mais il faut avoir un œil vigilant car la gestion des données et le cloud, c'est un secteur qui s'est accru très rapidement. Et l'efficacité, les gains d'efficacité dans les services des centres de données, etc., où la demande d'énergie a été assez plate. Il y a eu une croissance d'activité, mais l'efficacité énergétique l'annule. Mais il y a des doutes. Est-ce que cela va continuer? Nous ne savons pas. Il y a une croissance d'activité. Est-ce que les gains d'efficacité pourront continuer à avancer de la même façon? Cela soulève des questions. Pour l'instant, nous pouvons dire que les gains mondiaux en efficacité énergétique sont bien supérieurs au coût de l'énergie, mais je pense qu'en tant qu'État, il faut veiller à cet équilibre. Merci beaucoup, Brian. Vous aurez l'opportunité, Brian, lorsque nous viendrons à la question-réponse, de reprendre la parole. Nous allons maintenant continuer notre discussion avec d'autres panélistes. Et donc, l'idée, c'est de partage d'expériences et des préoccupations actuelles reflétant sur différentes questions. Je voudrais d'abord inviter Hans Van Steen de la Commission. Hans, pourrez-vous nous dire un peu plus sur l'efficacité énergétique, sur la reprise et la relance et la stratégie de l'Europe? Oui, merci beaucoup, Walid. Bonjour, bon après-midi à vous tous, y compris à aux autres panélistes. Beaucoup de choses qui ont été dites par Brian, nous, la Commission, les soutenons. J'attends de lire plus en détail le document qui est sorti aujourd'hui, qui, je pense, est un jalon très important sur l'efficacité énergétique. Alors, du point de vue de la Commission européenne, il est tout à fait clair, je l'espère du moins, que pour la plupart des personnes, que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment essayer de mettre en œuvre le pacte vert européen qui est sorti très tôt dans le mandat de cette commission en 2019, avant que la pandémie ne nous affecte de plein fouet en Europe. Et la cible principale de la pacte vert est l'ambition d'être climat neutre d'ici 2050, au milieu de ce siècle. Et cet objectif était maintenant soutenu par tous les États membres de l'Union européenne et est une obligation contraignante juridiquement dans la loi européenne. Tout ceci est très bien, mais ce qui est également important de voir, c'est que cette pacte verte est bien plus que un sujet de changement climatique. C'est une stratégie de croissance pour l'Union européenne, alors qu'il est tout à fait clair que la pandémie a eu des impacts très profonds sur le secteur de l'énergie et de différentes manières. Nous présente une excellente opportunité parce qu'une façon de sortir de cette crise qui a suivi la pandémie, ce sont les investissements. Et ces investissements doivent être des investissements dans des bonnes choses. Et une de ces bonnes choses dans lesquelles investir, selon notre point de vue, c'est l'efficacité énergétique. Et parmi d'autres choses, l'intensité de l'emploi, comme Brian l'a indiqué, que pour chaque dollar, euro, quelle que soit la devise qu'on utilise, investi dans l'efficacité énergétique, l'impact en matière de bien-être et d'emploi soit très élevé. Et pour cette raison, nous pensons que l'efficacité énergétique doit être une pierre angulaire de la reprise après post-pandémie. Les bâtiments représentent 40% de notre consommation énergétique au sein de l'Union européenne. C'est un très grand morceau. C'est un potentiel énorme pour devenir davantage efficace dans notre utilisation énergétique dans les bâtiments. Dans chacun des aspects, le chauffage, bien évidemment, est important, mais également les appareils que Brian a mentionnés. Et tout ceci est couvert par la législation européenne. Et beaucoup de cette législation a été revue alors que nous parlons. D'ailleurs, puisque en lien avec notre ambition de devenir neutre en climat d'ici 2050, il est également tout à fait clair qu'afin que ça soit réaliste, nous avons besoin d'être plus ambitieux, même dans le court terme.
d'ici 2030. Et avant, nous étions déjà d'accord pour réduire nos émissions de 40%, mais il était clair que ce n'était pas le bon trajectoire vers la neutralité en matière du climat. Il est clair que maintenant, il faut que nous arrivions à 55% de réduction d'émissions de CO2 d'ici 2030, et ce qui implique que nous devons être plus efficaces en matière énergétique, employer davantage de renouvelables d'ici cette date, ce qui implique d'autres législations que nous sommes en train de revoir notre législation actuellement sur les bâtiments, efficacité énergétique en général et des énergies renouvelables, puisque l'énergie renouvelable détient également la clé importante vers la réduction de l'impact carbone de l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments en déployant davantage de renouvelables dans le secteur du bâtiment. Donc, il y a beaucoup de choses très importantes qui se passent au sein de l'Union européenne. Et nous sommes pressés parce que 2030 viendra très vite et nous voulons que l'accord y soit très rapidement. Et nous comptons bien évidemment sur les États membres et le Parlement européen de nous aider à être là où nous devons être afin de réduire notre empreinte carbone des bâtiments, très important de notre point de vue. Je vais peut-être m'arrêter là et je reviendrai sur certains des détails par la suite si vous le voulez bien, Walid. Merci beaucoup, Hans. Nous allons quitter l'Europe et nous allons regarder une autre région dans le monde, et je vais inviter Monica, directrice de ANESCO Chili. Monica, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le rôle de ESCO dans la promotion de l'efficacité énergétique du point de vue non expert, bien évidemment, et si vous avez déjà pris en compte des mesures de relance verte, quels sont les défis et quelles sont les opportunités de votre point de vue? Je vous en prie. Merci beaucoup de cette opportunité qui m'est donnée de m'exprimer et de vous expliquer notre situation. Tout d'abord, nous savons que l'efficacité énergétique et les énergies non renouvelables sont le pilier très important pour la neutralité carbone au Chili également. Lorsque les nouvelles énergies vont remplacer les énergies fossiles et conventionnelles, l'efficacité énergétique va transformer les choses en une utilisation plus intelligente énergétique. Le charbon éliminé d'ici 2050 et nous savons aujourd'hui combien nous pouvons utiliser, mais nous ne contrôlons pas la conception et nous ne savons pas combien nous consommerons dans l'avenir. Pour les renouvelables et pour le développement de l'hydrogène vert ici au Chili, nous aurons besoin d'améliorer notre transport et système de distribution. Et tout ceci sera possible uniquement si nous commençons avec l'efficacité énergétique et l'entrée de cette énergie propre et la portée à l'utilisateur. Cela dépendra des technologies énergétiques, ou des technologies de l'efficacité énergétique et plus de précision. La politique publique au Chili a toujours focalisé sur cette ambition. 35% des contributions ont été reconnues vers la neutralité carbone, mais au départ, dans la feuille de route, il n'y avait que 7%. Nous savons tous que globalement, c'est autour plutôt de 50%. Ce que je veux dire avec tout cela, c'est qu'au Chili, l'efficacité énergétique dépend surtout des personnes qui croient véritablement dans l'efficacité énergétique et son impact. Ces impacts, en 2017, par exemple, nous avons un marché proche de 60 millions de dollars, le même impact que dans la nouvelle loi énergétique, même diminution d'énergie. Et ce que nos membres chez ANESCO Chili, toutes ces sociétés, ce qu'elles ont fait, c'est plus que ce qui était demandé par la loi.
L'ANESCO au Chili, les entreprises sont responsables pour montrer leurs résultats. Ils ont fait les investissements, les études, etc. Les mesures et des vérifications des résultats et dans leur propre effort. Lorsque vous regardez le financement aux résultats, dans la même offre de service, vous parlez d'un modèle de ESCO, c'est-à-dire les entreprises de services énergétiques. Ce modèle nous a permis non seulement de montrer les attributs de l'efficacité énergétique, mais également pour le monde de la production, un outil pour lutter contre le changement climatique. Parce que, en effet, il existe des entreprises qui ont une véritable volonté de créer un changement et d'investir leur propre argent. La loi sur l'efficacité énergétique ne dit rien sur l'ESCO. L'ESCO n'est pas incluse dans le plan post-Covid gouvernemental, malheureusement. Dans certains programmes, le modèle ESCO a été, je répète, dans certains modèles, rayé explicitement des mentions. L'exemple des bâtiments est cependant particulièrement important. Le secteur a besoin de notre expérience multidisciplinaire pour créer une véritable transition avec un objectif de 80% d'énergie thermale. Il reste beaucoup à faire sur ce front dans le secteur public. Merci beaucoup, Monica, pour cette intervention très intéressante. Nous allons changer un petit peu de curseur. Brian parlait dans son dernier point d'équité et de justice dont nous devons faire preuve lorsqu'il s'agit de politique énergétique. J'aimerais inviter professeur Levinson à s'exprimer sur l'aspect distributionnel et ses conséquences dans les politiques énergétiques. Bonjour de Washington, D.C. J'aimerais entamer mon intervention en réagissant brièvement à ce que Brian a dit. Tout d'abord, concernant les emplois. Je me demandant si nous ne mettons pas les emplois du mauvais côté de l'analyse. Avec la conjoncture économique aux États-Unis, avec une augmentation de l'emploi de moins de 5%. Ce sont des emplois qui ne sont pas investis en faveur d'activités de transition énergétique. En matière d'efficacité énergétique maintenant, ne devons-nous pas investir plutôt dans l'efficacité carbone plutôt que l'efficacité énergétique en général? Pour le consommateur lambda, pourquoi se soucier de l'efficacité énergétique? Je dis cela du point de vue du consommateur. Pourquoi un consommateur n'utiliserait-il pas d'énergie autant que possible? Et ce n'est pas un problème social. Et c'est pourquoi les économistes disent depuis des centaines d'années qu'il faut taxer le carbone, entre autres. Il faut mettre des licences aux enchères, etc., etc. Une des grandes objections à ce modèle, c'est l'inéquité potentielle de ce modèle. Ce qui est vrai si l'on regarde d'un point de vue strictement technique. Mais c'est mal analysé, la situation. Si les taxations carbone peuvent être redirigées vers les foyers les plus pauvres, je parle des revenus bien sûr, eh bien cela peut permettre à un impôt véritablement progressif d'être mis en place. Beaucoup de
parmi les foyers les plus pauvres sont disproportionnellement affectés par les mesures d'efficacité énergétique. Une climatisation coûte $70 de plus pour une famille pauvre si elle n'est pas suffisamment efficace. It makes sense to spend the extra $70 and buy the efficient air conditioner. If you plan not to do much, Si la climatisation n'est pas vraiment importante, eh bien, les familles pauvres seront bien trop affectées. Les familles riches vont investir plus dans la climatisation, les familles pauvres n'auront pas accès aux mêmes opportunités. would be a disproportionate burden on low-income Et donc là se pose une question d'équité. Vous pouvez arguer que des pays font des investissements et des plans de subvention pour, par exemple, faire baisser les prix de ces produits. Mais c'est un outil fiscal qui permet de modifier la nature des politiques. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Je suis bien d'accord. energy efficiency standards Il s'agit donc de définir des standards, and achieve less in terms of car les standards actuels ne sont pas justes, et non seulement pour les foyers, mais aussi pour l'environnement de manière générale. Merci à Eric pour cette présentation très intéressante. Ça me rappelle l'histoire sur le lien entre énergie renouvelable et énergie efficace en matière d'isolation, par exemple. L'énergie solaire vient à manquer en hiver. Donc une efficacité énergique peut être un complément lorsque l'énergie solaire vient à manquer. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. Nous reviendrons sur cette discussion dont j'estime qu'elle est très importante pour cette session. Mais nous allons passer pour l'instant à un thème un petit peu différent. Nous avons parlé de politique nationale, de politique sectorielle, mais nous savons à quel point il est important de se concentrer également sur le rôle des autorités locales au niveau donc sous-national. C'est pourquoi, pour en discuter, j'aimerais inviter mon collègue à ma gauche, Atsuhito, pour discuter plus amplement des perspectives gouvernementales sous-nationales. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. J'aimerais parler brièvement des grands défis dans ce secteur, autour de 3 points majeurs. Tout d'abord, les bâtiments existants. Je parlerai principalement de bâtiments. Les politiques se penchent principalement sur les nouveaux bâtiments, puisque c'est plus facile d'appliquer des standards d'efficacité énergétique plus stringents à la construction. Mais cela ne représente qu'1% du stock entier de bâtiments dans les pays de l'OCDE. Si l'on ne s'appuie que sur les nouvelles constructions, cela prendra un temps faramineux à renouveler tout le stock de bâtiments. Les bâtiments anciens sont bien moins efficaces du point de vue énergétique que les nouveaux bâtiments, bien sûr. Les bâtiments d'avant 1945 sont 5 fois moins efficaces en matière d'énergie que les bâtiments construits après 2010. Nous avons beaucoup de mesures politiques qui cherchent à améliorer l'efficacité énergétique. Mais d'après nos sondages et enquêtes, les mesures les plus ambitieuses ne continuent de s'appliquer qu'aux nouveaux bâtiments. Comment donc améliorer l'efficacité énergétique dans son ensemble et la rénovation en vue de l'efficacité énergétique? C'est un défi majeur pour tout décideur politique. Deuxièmement, la disparité territoriale. La consommation énergétique et les émissions de carbone diffèrent en fonction des régions, bien sûr.
les, euh, les villes comme Paris, Londres et Tokyo sont affectées bien plus, étant donné que ce sont 70% 70% du carbone qui sont générés par des bâtiments, par rapport à d'autres régions où c'est seulement 30%. Il est donc important d'investir dans ces endroits-ci où l'efficacité énergétique est particulièrement basse. Les bâtiments eux-mêmes peuvent également différer en fonction des conditions climatiques, le pourcentage de bâtiments anciens et de bâtiments nouveaux. Tous ces facteurs peuvent différer en fonction de la région, du pays, de la ville. Il ne faut pas oublier l'abordabilité des maisons. Dans des zones urbaines à forte densité, les bâtiments peuvent être bien moins abordables. Je parle d'appartements individuels ou de bâtiments en général. Enfin, il faut penser au rôle clé des villes et des régions. Ces structures ont leurs propres bâtiments publics et peuvent faire décoller l'investissement public en matière d'efficacité énergétique. Elles peuvent mener la marche en la matière. Dans les banlieues, ce sont 20% des bâtiments qui sont publics, contre 30% au Japon, ce qui est une proportion significative. Les villes et les régions peuvent explorer des options variées. Beaucoup sont en charge de construire des villes plus efficaces du point de vue énergétique et prennent ce rôle à cœur. Je pense à New York, qui a mis en place des politiques qui vont dans ce sens. Des mesures ambitieuses qui devraient être appliquées autre part. Ce sont des mesures qui portent un fort potentiel, mais qui se heurtent également à des difficultés majeures dues à des lacunes de gouvernance, des budgets insuffisants par exemple, un manque d'expertise technique, un manque de mécanismes de contrôle. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre comment on peut au mieux soutenir les structures locales et ce en vue de la décarbonisation des bâtiments. Merci beaucoup. Un rappel pour notre public, mais n'hésitez pas à poser vos questions sur la fonction chat de votre Zoom. Je serai ravi de partager ces questions avec nos intervenants et intervenantes. J'aimerais revenir sur notre première grande question qui portait sur la pandémie de Covid-19, comment elle a influé sur la consommation d'énergie dans les bâtiments et quelles ont été les conséquences sur le plan des émissions de carbone. Il y a une question qui revient souvent, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas si les effets sont permanents ou nous sommes dans la frénésie et ce ne sera pas quelque chose à long terme. On parle d'une plus grande flexibilité du travail, un nombre croissant de personnes qui restent chez elles. L'année dernière, nous avons pu observer les quantités d'utilisation de véhicules évoluer. Comme l'a dit un de nos intervenants hier, nous avons fini par ressentir la propreté de l'air. Donc nous observons de nombreux phénomènes, mais nous savons également que nous ne sommes pas à la fin de cette pandémie. Nous avons besoin de plus de temps et de données pour voir où nous en sommes exactement. Ma question est donc la suivante.
Brian, en matière d'efficacité énergétique, s'il y a un changement de comportement, cela est-il observable et quelles sont les implications pour un net zéro dans la consommation énergétique? Je pense que c'est peut-être une raison décevante. L'effet est limité. Elle est petit. Certainement, lorsque nous regardons les données de transport, il y a eu un rebond en arrière et la pollution de l'air monte les mêmes statistiques. Mais les industries intensives telles que l'acier, etc. Donc, c'est beaucoup plus grand. Travailler un peu plus de la maison, voyager un peu moins au travail, ce qu'on appelle la mobilité pendulaire, un peu, effet limité. Voyage par avion et tout, peut-être, mais je pense que nous n'avons pas remis à zéro la façon dont nous faisons les choses et notre style de vie. Et pour être honnête, regardons au niveau mondial, la demande en énergie augmente et les émissions en matière énergétique vont accroître en 2021, année en année. C'est une augmentation plus élevée depuis 40 ans. Alors, puisque j'ai la parole, je voudrais revenir à quelques points de vue de Eric. Bien sûr, il comprendra que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les points qu'il avait soulevés sur la question des emplois. Je comprends du point de vue de l'économie telle que les États-Unis où l'emploi était très élevé, mais si vous regardez de façon mondiale, pour vous prendre un exemple, l'Afrique du Sud a 50% de chômage et la question de là-bas, c'est l'investissement. On va dans les secteurs dans la construction et l'industrie au niveau local plutôt que sur les technologies importées. Ce sont des questions clés pour nous. Donc, globalement, l'histoire est différente d'un endroit à l'autre. Et la raison pour laquelle, pourquoi efficacité, lorsque nous allons vers la faible carbone, on parlait de mettre les panneaux solaires sur les toits. Combien de panneaux solaires avons-nous besoin? Dans l'économie globale est 2 fois plus efficace dans les décennies à venir. Les demandes de minéraux critiques, d'acier nécessaire, le terrain nécessaire pour une fourniture d'énergie propre. Il faut regarder le coût global de cette transition qui est significatif. Ensuite, pour le prix des appareils, ça c'est un point important à suivre et regarder les effets de distribution. Il est important de ne pas regarder les différentiels de prix de façon statique, quel est le prix sur le marché aujourd'hui, parce que ce que nous voyons dans les données globalement, c'est que la politique peut changer la dynamique des prix. Dans les pays où les normes d'efficacité augmentent, les fabricants répondent selon leur prix, portefeuille, les meilleures technologies ont des économies d'échelle, deviennent les normes et nous voyons que les prix diminuent. Alors, les politiques bien conçues peuvent protéger contre les effets de distribution et venir vers un gagnant-gagnant pour les consommateurs où les meilleures technologies n'arrivent pas nécessairement à un coût élevé. Merci, Brian. Une autre question qui vient à l'esprit après la présentation de Hans. Hans, dans votre point de vue, la mise en œuvre des objectifs, l'agenda européen pour ce qui est de l'efficacité énergétique, quel serait le coût? Vous savez, l'efficacité énergétique a une efficacité coût, mais n'arrive toujours pas. C'est peut-être parce qu'il y a des barrières qui empêchent en fait ces investissements à être faits ou ces actions à être prises, etc. Donc, je pense qu'il y a des barrières importantes qui doivent être enlevées, éliminées selon l'utilisation des politiques, etc. Certains dont nous traitons depuis quelque temps, si nous regardons les bâtiments, par exemple, je pense qu'une barrière importante, c'est le financement. Il faut être sûr que le financement est disponible, que les gens peuvent aller à la banque, peuvent avoir les possibilités d'avoir du financement privé afin d'entreprendre de la rénovation de leur bâtiment qui est efficace en énergie et qui va beaucoup plus en profondeur de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant.
la stratégie de la vague des rénovations qui est sortie l'année dernière, il a été dit que nous avons besoin d'accélérer et que nous avons besoin de doubler le taux de bâtiments qui sont rénovés tous les ans. Ce qui veut dire c'est que nous avons besoin de rénover 35 millions d'immeubles en Union européenne d'ici 2030. C'est beaucoup et cela exige beaucoup de financement. Certains viendront des financements publics et nous sommes en train d'augmenter les possibilités de financer les choses également du budget de l'Union européenne. Mais même avec cela, nous savons que beaucoup doit venir du financement privé. Donc ça, c'est clair, c'est une barrière et nous travaillons dessus beaucoup plus avec le secteur privé et financier que de par le passé. Nous sommes en train de voir des résultats importants de cette coopération. Donc nous sommes assez optimistes. Une autre barrière est clairement l'information. Ce n'est pas toujours simple pour les gens, pour qu'ils savent ce qu'il faut faire pour rénover un immeuble, un bâtiment. Nous avons des certificats de bâtiment, mais qui ne sont pas toujours mis en œuvre de façon très claire. Nous voulons que les choses soient davantage harmonisées, standardisées à travers l'Union européenne. Nous voulons également avoir quelque chose comme le passeport du bâtiment ou de l'immeuble, puis explique aux gens quelles sont les actions qu'ils peuvent prendre afin de faire en sorte que leur maison ou leur appartement soit élevé à un meilleur niveau d'efficacité énergétique. Voici les choses que nous regardons aujourd'hui avec la performance énergétique des bâtiments qui, j'espère, sortira avant la fin de cette année. Donc, voici certaines des barrières importantes. Il y en a d'autres également, telles que les compétences, les personnes qui doivent faire les rénovations. Soyons clairs, nous ne sommes pas tous très bons en bricolage pour opérer ces changements. Et il faut faire venir des personnes qui ne sont peut-être pas habituées à regarder les possibilités d'avoir une amélioration de l'efficacité énergétique, par exemple. Donc, la pauvreté énergétique, c'est quelque chose dont nous avons parlé également. Certains États membres dans l'Union européenne, c'est une grande proportion de la population qui peut être définie comme étant pauvre en énergie. Si vous avez la possibilité d'investir, ce ne sera peut-être pas l'efficacité énergétique d'abord. Il faut voir d'abord comment les persuader à le faire, ce qui demandera des instruments de financement, créant ce que nous appelons le Fonds de climat de l'Union, Fonds social de l'Union européenne pour le climat. Et je pense qu'il faut que ce sont des choses qui doivent être soutenues. Puis-je ajouter quelque chose si vous me donnez une seconde de plus? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Brian a dit sur la question de l'efficacité énergétique versus le faible carbone. Nous pensons côté Commission que également lorsqu'il y a une fourniture d'énergie qui est beaucoup plus faible en contenu carbone, l'efficacité énergétique restera importante. Toutes nos analyses que nous avons faites pour nos propositions montrent qu'à moins d'être davantage efficace en énergie, ça sera difficile d'arriver à neutralité carbone de façon efficace en coût et dans le calendrier que nous regardons. Une fois que nous sommes tous renouvelables ou neutres en carbone pour ce qui est de la fourniture énergétique, de dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de l'efficacité énergétique, pour nous, ce n'est pas la bonne façon d'avancer. Et nous sommes vraiment d'accord avec Brian. Je perds ma voix, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Hans. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit lorsque je vous entends écouter d'autres barrières. Lorsque vous avez des propriétaires multiples d'un bâtiment et vous voyez qu'il y a des différences où les personnes dans le même bâtiment ont du mal à participer à un programme de rénovation parce que tout le monde n'est pas d'accord. Différentes expériences, différentes villes. Et à Paris, c'est déjà le cas. Ils ont essayé d'avoir un programme qui peut aider
les personnes vivant dans le même bâtiment, qui soient engagées dans le même programme. Ça, c'est quelque chose effectivement très important à prendre en compte. Pour poursuivre avec les barrières, j'aimerais maintenant donner la parole à Monica. Et quelles sont les barrières du point de vue du secteur privé? Au Chili, par exemple, quelles seraient les barrières? Et du point de vue du secteur privé? Yeah, what I can tell you, Alors, ce que je peux vous dire du point de vue du secteur privé, ou ce que nous apprenons actuellement, que la logistique transactionnelle doit être terminée. Il ne faut pas vendre des ampoules, meilleures ampoules, mais une meilleure luminosité. Se focaliser sur le service. Il faut soutenir et promouvoir de nouveaux modèles d'entreprise tels que le modèle d'ESCO. Nous avons besoin d'une maturité technique sans limite, comme c'était le cas ici au Chili lorsqu'il s'agissait des renouvelables. À ESCO, nous pensons que nous avons vraiment besoin d'un modèle ESCO pour une efficacité énergétique comme règle. C'est complexe, mais nous avons besoin d'experts avec une motivation spéciale et de bons résultats, des solutions internes. Le modèle ESCO, par exemple, c'est un modèle de consultant fait sur mesure, vertueux, avec des engagements, avec des services à long terme. Alors, ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut pour aider le secteur privé et l'efficacité énergétique de ce secteur qui est petit, mais nous entreprenons des changements. Nous avons besoin d'une politique publique et le meilleur modèle public-privé pour être sûr que les banques et les clients prennent leurs propres décisions durables, des meilleures solutions, optent pour les meilleures décisions. Je ne vends pas un produit. C'est quelque chose que nous essayons de dire à l'industrie. Et les clients dans l'industrie sont nos meilleurs gestionnaires commerciaux, n'est-ce pas? Nous essayons d'un côté de donner des solutions complètes et le résultat montrera exactement ce que nous essayons de dire au marché. Donc, en tout et pour tout, ce que nous apprenons du secteur privé, à savoir qu'il nous faut un service intégral et de voir les résultats pour impacter le reste du marché ou le reste du secteur lorsqu'il s'agit de l'efficacité énergétique. Merci, merci. Eric, j'ai une question concernant la faisabilité ou, disons, l'acceptabilité sociale de ces mesures. Quel serait le rôle de tarification du carbone, des revenus carbone, recyclage, etc., pour adresser ces questions? Je pense que vous posez une question d'économie politique. Je n'ai pas la licence pour pratiquer l'économie politique. Qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est pratique, je ne sais pas. On dira deux choses. D'abord, beaucoup de politiques sociales qui auraient été impossibles il y a 2 décennies ont été mises en œuvre aujourd'hui aux États-Unis. Donc, les choses sont impossibles jusqu'à un certain point. Lorsqu'ils se passent, ça arrive. Ce n'est plus impossible.
price on carbon just Le prix de carbone a eu lieu dans beaucoup d'endroits dans le monde, dans des endroits de plus en plus nombreux. Et le prix du carbone est probablement trop faible dans la plupart des endroits. Et dans beaucoup d'endroits, c'est quelque chose qui croît. second, there are a lot of political Deuxièmement, un grand nombre d'analystes politiques people have argued for a carbon tax and a dividend. You've seen the défendent depuis longtemps un dividende sur la taxe carbone, check for two. où chacun recevrait, je ne sais pas, 200 dollars par mois, 2000 dollars par an, 5000 dollars selon la taxation. Very hard to remove because people will like the idea of that. Et ce sera quelque chose qui sera particulièrement difficile à supprimer par la suite parce que ça deviendra une mesure très populaire. Ça deviendra un revenu familial garanti. Very progressive policy. Une politique très progressive qui se combine avec une politique climatique avantageuse également. I'm not pessimistic. Il y a donc du potentiel. Je ne suis pas particulièrement pessimiste. Est-ce que cela répond à votre question? Oui, oui. Merci beaucoup pour cette réponse. J'aimerais bien entendre plus sur les possibilités de recyclage, de compensation pour les foyers à plus bas revenus. Which is Eh bien, il s'agit de rendre dollar pour dollar l'argent à chaque foyer dans le pays. Ce n'est pas efficace parce que cela progressive or equitable in the sense that parce que cela suppose des mécanismes complexes au niveau fiscal, mais c'est une question d'équité très importante, dont les vertus sont reconnues depuis longtemps. Je vais en rester là. Merci beaucoup. Atsuhito, est-ce que vous pourriez partager avec nous des expériences au niveau local où les autorités ont agi dans le but de promouvoir l'efficacité énergétique tout en affrontant les effets sociaux que nous avons mentionnés? Eh bien, nous avons réalisé des enquêtes au niveau local sur des problématiques similaires. La priorité principale en matière d'efficacité énergétique dans les bâtiments est l'aide aux foyers aux revenus les plus bas. D'augmenter l'abordabilité, par exemple, de l'efficacité énergétique pour les personnes les plus pauvres. Les autorités locales ont certainement un rôle à jouer et dans de nombreux cas, elles ont grandement envie de le faire. Ce sont des mesures politiques qui aideraient à compenser les effets potentiels néfastes de mesures de taxation de carbone. Ça me rappelle le cas de la Colombie-Britannique au Canada. Les mesures ont été mises en place avec un objectif 2032 de net zéro, avec une vision véritablement locale en harmonisation avec les industries et les foyers. Cette date butoir qui est assez éloignée permet aux entreprises de prendre le temps et de tester des technologies pour mettre en place des véritables mesures à leur niveau qui permettent de sauvegarder de l'énergie. Il s'agit également de former le personnel pertinent. La création d'une vision commune à long terme à ce niveau-là, en particulier quand il s'agit de réglementations plus strictes, joue un rôle clé
dans la réalisation d'objectifs ambitieux. Merci beaucoup pour cette réponse. Concernant la pauvreté énergétique, un aspect important de cette discussion, j'ai une question pour Arik, encore une fois. Vous avez dit dans certains de vos articles que nous devions aller au-delà de la moyenne lorsque nous évaluons les politiques d'efficacité énergétique. Les impacts des politiques devaient être analysés pour différents groupes sociaux, vieux contre personnes âgées contre jeunes, pauvres contre riches, etc. Pouvez-vous élaborer un petit peu sur cette question? Oui, eh bien, nous éloignons un petit peu du secteur du bâtiment, mais d'une certaine manière, c'est connecté. Même s'il s'agit plutôt du secteur de l'automobile, qui est plus difficile à décarboner, sans passer à des véhicules 100% électriques. Et un réseau 100% électrique également. À travers l'histoire, les États-Unis ont eu une économie basée sur le pétrole contre des économies basées sur le gaz, pour par exemple l'Europe. Mais depuis un certain temps, l'Europe, le Japon et l'Amérique du Sud ont suivi les États-Unis dans la route de normes pour l'efficacité énergétique. Toyota can sell as many gas-guzzling cars as it wants in the United States as long as it sells enough fuel-efficient cars so that Toyota, par exemple, peut vendre autant de voitures au gasoil qu'elle veut si elle vend en parallèle autant de voitures électriques. Donc si j'achète une voiture électrique, cela autorise un autre consommateur à acheter une voiture gasoil. this is true of all energy efficient. Et à ce moment-là, cela met la charrue avant les bœufs également. Scene setting. Pour réagir à ce que Brian disait. La raison pour laquelle des mesures d'efficacité de carbone encouragent les consommateurs à devenir plus efficaces, High because of the price of carbon. So I would want to go buy a c'est parce que le coût de l'électricité sera haut, ce qui and in places encouragera relatively les consommateurs à adopter des appareils plus efficaces. cheaper. And so Aux endroits où l'efficacité énergétique est déjà élevée, le prix de l'énergie sera plus bas. and that would be good for the planet because we'd be Il serait bon pour la planète de prendre cela en compte pour orienter nos efforts vers l'efficacité énergétique. toasters and all the air conditioners must be energy efficient. Then they're going to places where they're less useful. We've instead of incentivizing people to buy energy efficient appliances, I think Dans le cas contraire, si l'on si l'on se concentre sur les appareils eux-mêmes, les normalisations sur les appareils eux-mêmes, cela aura un effet contre-productif. Très bien, merci. Pour rester sur le plan de la pauvreté énergétique, nous avons observé des effets déterminants. Les revenus, l'origine, l'âge parfois, la localisation géographique. Par exemple, le fait de vivre dans un bâtiment avec une mauvaise isolation et donc où il faut payer plus pour une facture d'énergie. Et pour tout équipement acheté ne sera pas le plus efficace et sera le plus cher. Donc ils vont acheter quelque chose qui est moins cher, qui sera moins efficace du point de vue énergétique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas mettre au point une politique énergétique sans se pencher sur cette chaîne logistique du coût de l'énergie.
et sur le temps que prendra toute politique de ce type à avoir des effets bénéfiques visibles. Et c'est donc difficile de convaincre les décideurs politiques d'investir à certains moments. Les coûts d'aujourd'hui se traduiront par des économies de demain. C'est une petite réflexion que je voulais partager avec Brian. Je lisais votre chapitre sur une transition basée sur les personnes avant tout. J'aimerais que vous développiez un petit peu la manière dont vous pensez que l'on peut mettre en place une énergie qui soit véritablement centrée sur les personnes. Étant donné les contextes très hétérogènes et très complexes, où les cultures, les comportements peuvent changer de manière significative selon le lieu et d'autres paramètres. Eh bien, c'est un point essentiel. Et je pense que c'est important, ce que vous faites aujourd'hui, de se concentrer sur les aspects de distribution. Si l'on veut des résultats pragmatiques, on peut regarder l'exemple de la France, où la taxation du carbone s'est traduite par un échec retentissant avec les Gilets jaunes. Étant donné que les populations rurales sont affectées de manière disproportionnée par cette taxation. Une dichotomie pro-verte et anti-verte n'est pas productive dans ce cas-là. Simplement parce que certaines personnes n'acceptent pas une politique verte ne signifie pas qu'elles sont essentiellement anti-vertes, mais c'est parce que ces politiques vont les impacter directement. La pauvreté énergétique est une problématique politique à haute priorité, mais très spécifique. Il faut cependant reconnaître qu'elle affecte de nombreux autres secteurs. C'est pourquoi c'est une priorité, justement. Pour les personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, à des solutions de cuisine propres, par exemple, dans des maisons qui ne sont pas efficaces du point de vue énergétique. Ces personnes ne peuvent pas se permettre d'investir dans une isolation, etc. Elles sont coincées et contraintes à continuer de payer des factures plus élevées en matière d'énergie. Beaucoup de pays vont soutenir financièrement les foyers pour le paiement des factures énergétiques, mais cet argent pourrait être réorienté vers des investissements pour aider les foyers à isoler leurs bâtiments, par exemple. Les mesures d'allègement de la pauvreté énergétique ne portent pas seulement sur l'efficacité énergétique. Des populations plus pauvres, par exemple, peuvent être plus concentrées dans un bâtiment, ce qui n'est pas une situation désirable pour une personne, cette promiscuité. Des personnes qui sont dans une meilleure position sociale peuvent se permettre de dépenser plus d'énergie en ne vivant pas serrés dans un petit espace, par exemple. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a certains objectifs qui peuvent paraître contradictoires. Et ces politiques d'efficacité énergétique doivent prendre en compte ces différents facteurs, sans quoi elles seront improductives. Je suis d'accord avec la perspective de Hans. Même dans les cas où l'énergie est chère, on sait qu'il y a des barrières pratiques pour, qui s'opposent à une baisse des coûts. Et il faut donc tout d'abord se pencher sur ces barrières. Merci beaucoup, Hans. Merci beaucoup. Oui, Hans, pourriez-vous partager avec nous quelques exemples du point de vue européen sur des programmes qui ont été mis en place
pour affronter cette pauvreté énergétique. Ce qui est de plus en plus clair de notre côté, c'est qu'il y a un lien très fort entre efficacité énergétique et pauvreté énergétique. Nous n'en étions pas forcément conscients précédemment, mais aujourd'hui, c'est très clair. Brian a tout à fait raison. De nombreuses personnes ne sont pas en mesure de chauffer les bâtiments dans lesquels elles vivent, dans la mesure où elles voudraient, par exemple en hiver. Elles auront besoin d'utiliser plus d'énergie et le feront si elles peuvent se le permettre. Mais elles ont besoin de meilleures normes, de meilleure isolation pour, avec la même quantité d'argent, pouvoir chauffer leur habitation de manière à être plus confortable. Il y a donc ce lien qui est très fort entre pauvreté énergétique et efficacité énergétique. Nous avons une grande discussion au sein de la commission. Je ne pense pas que je révèle trop de choses en le disant. Lorsque nous étions en train de concevoir les choses pour le train de mesure pour 2050, c'est-à-dire niveau de réduction d'émissions de CO2 d'ici 2030, et ce train de mesure a été préparé en juillet cette année, des éléments, et de étendre la tarification de carbone que nous avons dans certains domaines, de l'étendre aux bâtiments et au transport routier. Et ceci a mené à une discussion au sein de la Commission sur les impacts sociaux. Il y a clairement des implications et pas seulement des implications que nous examinons. La tarification de carbone est efficace, surtout maintenant que le prix du carbone aujourd'hui est à un niveau où cela commence à compter, cela marche. Il a un impact et nous voudrions voir que cet impact soit étendu à ces nouveaux secteurs, mais nous savons également que cela peut avoir des effets non désirés, par exemple les personnes qui vivent dans la pauvreté énergétique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la proposition de créer un fonds social où une partie des revenus de tarification de prix de carbone peuvent être recanalisés en arrière dans les investissements, dont l'objectif est de traiter cette question de la pauvreté énergétique et regardant spécifiquement les besoins des personnes qui vivent dans ces conditions, dans ce genre de conditions. Donc ceci est important. La pauvreté énergétique est une question que nous avons regardée maintenant depuis quelque temps et nous avons des expériences, comme vous l'avez dit, Valide. Nous avons créé un hub consultatif sur la pauvreté énergétique et nous allons commencer à aider 8 municipalités en Europe pour disséminer des solutions concrètes pour aider à traiter la pauvreté énergétique au niveau local. Et c'est quelque chose qui a été inspiré par les choses que nous avons déjà financées de par le passé. Et il y a un certain nombre de projets en cours en Grèce, mais également dans des pays tels que la Slovaquie, la Hongrie, Bulgarie et ailleurs. Dans la Tchéquie, en Italie, en Pologne également. Ces projets regardent différents aspects. Ces projets regardent comment nous pouvons établir des communautés de l'énergie, c'est-à-dire essayant de créer des associations des personnes qui vivent dans la pauvreté énergétique et qui peuvent aider les uns les autres. Et nous pouvons essayer de créer un genre de crowdfunding pour être sûr que les citoyens pauvres en énergie peuvent avoir un meilleur accès à l'énergie, par exemple. Et nous avons essayé également de regarder les personnes qui vivent spécifiquement dans les appartements multifamilles pour rendre et créer des améliorations en matière d'énergie dans ces bâtiments est très important. Donc nous avons un certain nombre d'exemples sur lesquels nous pouvons construire, mais c'est un domaine où l'apprentissage vient en avançant et dont l'importance s'accroît alors que nous parlons. Merci beaucoup.
Hans, j'aimerais poser une question pour tous les panélistes. Les lacunes de connaissances dans le domaine de politique d'efficacité énergétique. Si les orateurs peuvent, les panélistes peuvent nous dire quelles sont les priorités des lacunes qu'il faut combler en termes de recherche, recommandations de politique, du point de vue de l'OCDE, nous sommes au forum. Nous serons tout à fait heureux d'entendre de votre point de vue sur quelles sont les lacunes et comment l'OCDE peut vous aider. Je commencerai avec Arik. Je vous en prie. Très bonne question, Arik. Selon ma lecture de la recherche sur ce sujet, je ne pense pas que le moins d'efficacité énergétique n'est pas en raison des lacunes de connaissances. Il y a quelqu'un qui a fait des enquêtes, par exemple, a intervenu les personnes qui, au moment d'acheter des ampoules, a expliqué plein de choses, ou quelqu'un qui allait acheter une voiture a expliqué les avantages d'un coût de gasoline, coût de pétrole amoindri. Très peu de réactions. Il y a eu des expériences aux États-Unis où subventionner les climatisations des maisons pour les personnes à faible revenu, donner des documents ou des centaines de millions de dollars d'avantages n'avait pas provoqué grande adoption de ces politiques. Et je pense donc que ce n'est pas une question... Enfin, les gens ne sont pas conscients de ces questions. Hans? Je pense que nous voyons les choses un peu différemment. Il se peut que les personnes n'y agissent pas lorsqu'ils reçoivent l'information, mais ils ne savent pas toujours non plus comment le faire parce qu'ils ont encore certains besoins, ils veulent remplir ces besoins, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Nous pensons donc qu'il y a des lacunes de connaissances, il y a encore des choses qui peuvent être améliorées. Lorsqu'il s'agit des immeubles, par exemple, lorsque vous achetez une maison en Europe, il y a un certificat énergie qui vient avec. Et ces certificats énergétiques ne sont pas très clairs, loin d'être clairs. La personne achète sa maison, qui entreprend de la rénovation avant d'emménager. Ils essaient de regarder ce qu'il faut faire et ce n'est pas très clair. Donc, ils font un peu les choses un peu de façade, si vous voulez, artificielle, et pas la rénovation en profondeur qui est nécessaire. Et il y a des lacunes de connaissances dans ce domaine. Peut-être pas sur ce qui doit être fait, mais comment le faire. Comment est-ce que je peux le procurer? Comment faire venir des personnes qui pourraient faire ce travail pour moi? Si nous nous concentrons sur des bâtiments qui font partie de cette équation, une grande partie de cette équation, il faut faciliter les choses pour les gens, pour que les gens puissent entreprendre des rénovations comme il faut pour l'efficacité énergétique de leur immeuble, mais en une fois. Nous pensons donc que beaucoup peut déjà être fait et j'ai déjà mentionné les passeports énergie, quelque chose que nous regardons ou la proposition, j'espère, comme viendra avant la fin de l'année sur la performance énergétique des immeubles, où il sera dit très clairement ce qu'il faut faire et aider les gens à identifier les priorités et l'expliquer de façon très claire en disant quels sont les avantages de le faire, quelles sont les périodes de retour de remboursement et étant donné la crise énergétique qui sévit actuellement, je pense que c'est quelque chose que les gens apprécieraient. Donc, il y a un certain nombre de lacunes qu'il faut examiner, qu'il faut combler. Puisque j'ai la parole, puis-je évoquer les normes énergétiques? Les normes de l'énergie sont une façon d'éliminer le besoin d'information. Parce que si vous avez une norme énergétique
qui évite de mettre sur le marché le pire sorte d'équipement ou appareil, c'est une bonne chose. Et nous le faisons à travers notre politique d'éco-design, éco-conception depuis de nombreuses années dans l'Union européenne. Et nous pensons que c'est responsable jusqu'à 50% de l'efficacité énergétique et les améliorations en la matière que nous avons atteint ces 10 dernières années. Et je pense que nous ne sommes pas au point où nous pensons nous défaire d'une telle politique. Je suis d'accord avec Harry que pour regarder l'impact social et de voir si cela traite véritablement les choses comme nous voulons qu'elles soient traitées, mais c'est une politique que nous pensons être importante et que nous voudrions continuer à le faire. Et d'ailleurs, nous pensons que c'est quelque chose qui peut être répété dans différentes parties du monde et répété, reproduit. Et c'est quelque chose qui peut être fait à l'échelle internationale et pas juste au niveau de l'Union européenne. Walid, je m'arrêterai là. Merci, merci Hans. Monica, même question pour vous. Les lacunes de connaissances et comment est-ce que l'OCDE peut aider? Yes, how I was saying before, Comme je vous le disais auparavant, au Chili, par exemple, l'expertise des professionnels dans l'efficacité énergétique est très importante parce que le secteur privé et cette industrie d'efficacité énergétique entreprend le maximum nombre de changements dans l'efficacité énergétique. Ils changent non seulement les bâtiments privés anciens, mais également l'industrie. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est comment demander aux banques d'améliorer leur politique de financement. Ceux qui offrent un service concentré sur la durabilité et avec des résultats. Avant ce que nous faisons, ce que nous montrons en matière de résultats, c'est donc le crédit court, moyen et long terme basé sur l'action. L'autorité ne comprend pas toujours ou ne donne pas toujours, fait pas l'effort pour l'efficacité énergétique ou ne comprend pas toujours comment cela marche. Les banques doivent comprendre ce que nous faisons. Alors, cela peut être moins difficile pour nous de pratiquer cette efficacité énergétique dans l'industrie, dans les bâtiments. Autre élément que nous discutions dans ce panel auparavant, c'est est-ce que c'est un problème culturel? C'est un grand problème culturel. Par exemple, pour qu'une communauté dans un bâtiment, pour qu'ils se mettent d'accord. Nous avons beaucoup à faire sur ces choses-là. Et c'est peut-être quelque chose dans lequel vous pouvez nous aider. De nous donner quelques points de base sur comment confronter la situation. Les banques ainsi que comment garder un bon accord dans un bâtiment. Thank you very much, Monica. Merci, merci Monica. Très intéressant. I think from our side, De notre point de vue, et je pense que mes collègues Brian et Atsuhito sont d'accord, toutes ces idées sont les bienvenues et nous les garderons pour notre futur programme. Je voudrais peut-être ajouter une autre lacune de connaissance, c'est selon le comportement, la science comportementale, à savoir comment les gens se comportent lorsqu'il s'agit de réagir à différents signaux de politique. Lorsqu'il s'agit d'efficacité énergétique, c'est un aspect important parce que les gens ne voient peut-être pas exactement si c'est pour un certain intérêt pour eux ou comment. Je sais qu'il y a beaucoup d'expériences de par le monde
avec des approches de suggestions pour que les gens réagissent à ces différentes politiques. Voilà, nous arrivons à la fin de cette session. Je voudrais beaucoup remercier tous nos panélistes. C'est une excellente session et la discussion était fort intéressante. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé. Juste un petit rappel, c'est que nous avons encore une autre session très importante à 15h35, heure de Paris, sur le verdir, les transports à moyenne et grande distance. Restez avec nous. Merci beaucoup.